Bonjour à tous. Pour ceux qui hésitent, ici c'est l'atelier Prédire l'avenir de son entreprise grâce à la data. Et on expliquera comment utiliser les données disponibles et les techniques de machine learning et toutes les étapes préalables pour pouvoir prédire l'avenir, en tout cas l'avenir de certains process, anticiper ce qui va se passer, comment on met ça en œuvre dans les entreprises. Voilà. J'ai l'impression que tout le monde est arrivé. Est-ce qu'on lance les hostilités? Loïs, je t'invite à te présenter. Merci. Donc, je m'appelle Loïs Godebert, je bosse pour Talent en tant que responsable innovation. Donc, j'aide mes clients à trouver des solutions et à mettre en place des solutions, notamment beaucoup au travers de la data, qui occupe pas mal mes dernières années, et sur des sujets assez vastes, de l'IoT, de la prédiction, de l'intelligence artificielle, etc. Voilà. Et donc Jérôme Hugueny, moi je suis directeur chez Datasulting et vous l'avez compris, on aide les entreprises à monter en maturité sur les sujets data. Et du coup j'interviens à titre d'expert, je pilote tous les projets data chez Datasulting. Enfin je pilote l'activité projet. Alors, le sujet, prédire l'avenir de son entreprise grâce à la data. Vous avez une boule de cristal digital devant les yeux. On souhaite aborder le sujet pour faire la part entre le mythe et la réalité. On entend tous dans les médias, les journaux, les sites internet, beaucoup de choses sur l'arrivée de l'intelligence artificielle, sur le potentiel. Et puis dans les choses que l'on entend, il y a des choses qui sont réalistes, d'autres qui ne le sont pas. Des choses qui sont accessibles à un peu toute entreprise et puis d'autres qui sont réservées à Google, la NASA et la NSA. On va aujourd'hui vous montrer comment, de manière très pragmatique, mettre en place du prédictif dans votre entreprise. Il ne faut pas être naïf, on ne peut pas tout prédire. Il y a des événements majeurs qui vont vous impacter, qui ne se sont pas produits dans le passé. Par contre, on va vous montrer comment exploiter vos données pour prédire des comportements, des processus, le comportement des clients, des ventes, des stocks. Vous aurez une approche dite de machine learning qui peut être appliquée à pas mal d'entreprises et on va vous donner les recettes. Voilà. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant de reprendre un peu le but de la prédiction, parce que prédire, c'est effectivement un grand mot. L'idée, c'est de prédire utile pour vos entreprises. Des fois, c'est intéressant d'avoir voir un fait qui va se passer ou avoir une évaluation d'un fait qui pourrait se passer. Et surtout être capable d'être sûr de sa prédiction, parce que je peux vous prédire la météo dans 6 mois, je peux vous le prédire, je peux vous le dire. Par contre, est-ce que ça sera juste de la statistique ou est-ce que ça sera basé sur des vraies données? Il y a tout un cycle de vérification qui est à mettre en place également, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Du coup, on va commencer par 4 retours d'expérience pour vous donner une vision pragmatique de ce que les entreprises peuvent faire avec des cas prédictifs de machine learning. On a choisi des cas qui sont relativement simples, qui sont accessibles à des entreprises, à un peu toute entreprise, pour que vous puissiez vous projeter, et on pourra décortiquer pour expliquer comment ça a été fait et quels sont les prérequis. Donc, on va commencer par des retours d'expérience. Et après, on reviendra sur l'aspect un petit peu théorique, en tout cas, vous donner des recommandations sur les choses importantes, les écueils, le plan d'action pour lancer ce type de sujet. On va commencer par un premier cas. Donc, ça, c'est très générique. C'est une entreprise qui vend sur Internet et qui a du coup des clients qui font des devis sur Internet. Une partie des devis ne sont pas transformés. Alors ceux qui transforment directement, la vie est belle. Une partie des devis ne sont pas transformés et du coup l'entreprise dispose d'un call center avec des commerciaux qui peuvent rappeler les devis non transformés de sorte à inciter le client à souscrire au service. C'est un cas particulièrement intéressant en termes de data science, vous le verrez, parce qu'on a beaucoup de données qui peuvent être collectées au moment du devis et on peut observer, j'y reviens. La difficulté et l'enjeu de la prédiction, c'est que le nombre de personnes, le nombre d'appels sortants que l'on peut passer est contraint.
Chaque appel coûte, c'est le temps d'une personne en call center, et on en a un nombre fini. On ne peut pas rappeler tout le monde. Ça n'est pas rentable non plus d'appeler tout le monde, parce qu'il y a des gens qui font des devis, mais qui ne sont pas intéressés par le produit. Ça peut vous paraître étonnant, mais quelqu'un qui fait un devis, qui vient d'un site de comparateur et qui recherche un produit sur lequel vous n'êtes pas compétitif, vous avez la certitude qu'il a l'information qu'un concurrent propose la même chose moins cher. Il vient d'un comparateur. Pourquoi le rappeler? Voilà. Donc juste pour fixer des éléments, on peut anticiper en fait un certain nombre de choses. Alors, l'idée du prédictif dans ce domaine, c'est de capitaliser, d'apprendre du passé. C'est-à-dire de capitaliser sur tous les devis qui ont été faits, en ayant un maximum d'informations sur d'où venait le client, à quelle heure il a fait sa demande, sur quel site il s'est connecté, enfin depuis quel site il vient, depuis quel pays il est connecté, et puis toutes les informations qu'il a indiquées sur lui et sur ce qu'il recherche. Dans le domaine financier, banque, assurance, mutuelle, les demandes de devis nécessitent de collecter beaucoup d'informations, et c'est autant d'informations qui peuvent être après utilisées pour prédire. Et du coup, l'entreprise collecte ces informations et collecte aussi le résultat. C'est-à-dire, est-ce qu'in fine, la personne a souscrit ou pas? Et en fait, en capitalisant sur un ensemble de données historiques, on peut entraîner un modèle qui permettra d'identifier que les gens qui viennent, qui ont plutôt telle classe d'âge, telle structure familiale, qui viennent de tel endroit, qui cherchent tel produit, qui viennent d'un comparateur, d'un site web, enfin d'un moteur de recherche, ou voilà, qui se connectent à 2 heures du matin ou à 5 heures du matin, qui se connectent depuis la France ou pas. Tous ces paramètres, tous ces facteurs explicatifs vont permettre d'identifier que dans certains cas, les gens qui viennent de l'étranger ou les gens qui viennent de France ont plus ou moins de probabilité de souscrire. Et quand on multiplie tous ces effets, le modèle de machine learning va permettre de déterminer un score pour un devis qui consiste à dire ce devis a telle probabilité de souscrire in fine. Et du coup, ça va permettre, une fois qu'on a entraîné ce modèle, oui, alors, on connaît à l'issue de l'entraînement du modèle la précision du modèle, la précision attendue, ce qui va permettre de déterminer si la prédiction est exploitable ou pas. Ça vous permettra de faire la part des choses entre des intuitions qui ne s'avèrent pas réalisables et un modèle qui doit extrêmement bien marcher en production. Donc ça, on le sait uniquement après avoir fait le modèle, l'apprentissage. Par contre, ça permet d'identifier la performance que l'on attend du modèle. Et comment on l'utilise? Eh bien, tout simplement, avec les futurs clients qui vont faire des devis. À chaque fois qu'un client fait un devis, on applique le modèle qui a été entraîné. Le modèle, c'est juste un algorithme. À la différence de l'informatique qui n'est pas de l'intelligence artificielle ou du machine learning, ce n'est pas des règles prédéfinies fixées par des experts, c'est quelque chose qui a été automatiquement appris du passé, donc c'est simple à mettre en œuvre, en tout cas beaucoup plus qu'un expert. Et du coup, ce modèle va déterminer pour chaque devis un score, qui est la probabilité qu'il transforme, et du coup, on va focaliser l'action du call center, la ressource rare, pour contacter uniquement les personnes qui ont une probabilité de convertir supérieure à X, ce qui vous permettra de garantir l'efficacité attendue du call center, ce qui est très important parce que à la fois appeler des clients qui ne peuvent, enfin des prospects qui ne vont pas transformer, c'est une perte de temps pour le call center, mais c'est aussi une perte de motivation. Quelqu'un qui passe tout le temps qui passe des appels à longueur de journée pour avoir des noms ne restera pas motivé dans le call center. Voilà. Donc, vous avez là une vision très pragmatique et c'est un cas d'usage qui marche très bien, qui est facilement accessible à condition d'avoir collecté suffisamment d'informations et d'avoir suffisamment d'historique pour entraîner un moteur de machine learning. Et puis, naturellement, on a besoin de piloter dans la durée la performance parce que ces choses-là ont tendance à dégénérer. Voilà, et l'impact, alors comme c'est un client, je ne vous donnerai pas les chiffres, mais c'est moins d'appels sortants en pratique et plus de taux de transformation.
Une autre histoire intéressante pour amener d'autres éléments un petit peu pédagogiques par rapport à ce travail de prédiction. Je travaillais pour un client industriel qui a subi ces dernières années un petit peu quelques aléas par rapport aux achats matières, par rapport à la création d'avions, etc. Et donc, société en tension, évidemment, il y a une volonté d'optimiser un petit peu son pilotage, et notamment, il avait une volonté de réduire l'écart entre les devis initiaux qui étaient vendus aux clients et au final, les coûts de production constatés les mois suivants, avec beaucoup de changements sur la matière, sur les énergies, sur le coût de main-d'œuvre, etc. Donc, cet écart-là, il nécessite quand même, dans un premier temps, d'être identifié au travers un petit peu d'une mécanique de tour de contrôle. Comme l'a dit Jérôme, le prédictif va se baser sur des données, et donc vraiment l'information importante à retenir, c'est que déjà il faut maîtriser son présent avant d'aller chercher de prédire un futur. Et ce qui est intéressant sur ce cas-là en termes de prédiction, c'est on n'a pas été chercher à prédire un futur, mais on a été chercher à prédire des futurs. Aujourd'hui, l'idée de piloter l'entreprise, c'est de voir si la matière fluctue de 20%, que va-t-il se passer? Quelles sont mes limites? Si le coût de main-d'œuvre est intéressant, vers où vais-je faire mes créations de pièces, etc. Et donc, on a créé un outil pour travailler sur hypothèse, sur des what-if. Que se passe-t-il si il se passe ce fait-là? Et ça, c'est intéressant parce que dans la prédiction, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas qu'une réponse selon les cas. Des fois, il peut y avoir plusieurs réponses selon les événements impondérables. Et donc, on va pouvoir tester ces événements impondérables avec de la prédiction, avec plusieurs cas, en faisant varier des coûts d'énergie, etc., etc. Et donc, tout un outil, au final, un peu self-BI pour gérer un peu tous les problèmes qu'on pourrait avoir dans le futur dans cette entreprise-là. Et du coup, ici, le moteur l'apprentissage permet de mesurer l'impact qui a eu lieu dans le passé, de sorte à ce que l'on puisse fixer certaines hypothèses de variation du contexte pour prédire l'impact sur le futur. Ouais, c'est le concept un peu de tour de contrôle est intéressant aussi, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de clients qui veulent prédire avec un jeu de données assez réduit, assez focalisé. Et ce qui est intéressant quand on va travailler dans la prédiction, c'est de voir tous les faits qui pourraient influencer ceux sur lesquels on veut prédire. Dans le premier cas, c'est intéressant de voir que peut-être que l'heure de connexion, la géolocalisation de la personne peut l'avoir. Et donc c'est bien intéressant dans la plupart des cas d'aller chercher de la vision autre que juste que de la donnée financière, juste de la donnée matière, etc. Et d'avoir un ensemble cohérent pour permettre de la prédiction sur ces faits-là. Alors, je vais aborder ici un troisième cas d'usage qui concerne une PME, une grosse PME, mais une PME néanmoins, dont c'est un éditeur logiciel qui a comme enjeu de prédire les ventes de la période qui vient, de l'année qui vient. Alors, pourquoi c'est un enjeu important pour un éditeur de logiciel? C'est un éditeur de logiciel qui est en pleine migration d'un modèle où ils vendent des licences, donc chiffre d'affaires la première année et puis un peu de maintenance les années qui suivent, vers un modèle en software as a service vendu par abonnement, et donc avec moins de chiffre d'affaires la première année, mais plus dans la durée, parce que l'abonnement est plus cher que la maintenance. Et du coup, ça pose des problèmes pour fixer les objectifs à l'équipe commerciale, parce que les objectifs de l'année prochaine, si on les chiffre uniquement en termes absolus, les commerciaux auront intérêt à vendre des licences plutôt que de l'abonnement, et ça sera préjudiciable pour le futur de l'entreprise. Accessoirement, bien que ce soit une PME, elle avait une donnée d'articles, donc on voit qu'il faut raisonner au niveau produit, mais dans la base, on avait 22 000 articles. Alors c'est probablement on peut remettre en question l'approche référentielle de gestion des produits, mais beaucoup d'entreprises ont du mal à construire un référentiel de produits stable, cohérent entre les différents outils, et qui permettent d'appréhender au bon niveau les prédictions de vente typiquement produits. Donc oui, 22 000 articles, 3 canaux. Grosse difficulté pour fixer du coup les objectifs de vente.
Et la demande du client était de projeter, oui, autre élément de contexte, du coup, forte décroissance des licences et montée en chiffre d'affaires du SaaS. Donc voilà, des produits qui ne varient pas du contexte, de la périodicité et une grande granularité. Et du coup, ce qu'on a proposé, c'est une approche en partant uniquement des factures, alors factures plus articles, mais on n'est même pas au niveau client. Et en tout cas, on se source uniquement dans les données de gestion. Là, l'enjeu de croisement des données est relativement limité. Avec juste l'outil de facturation, on peut faire des prédictions de vente. Et en fait, en l'occurrence, les prédictions de vente ont été intégrées dans une solution très légère, c'est-à-dire qu'on a juste utilisé un outil de visualisation, un outil de BI, en l'occurrence ici c'est Power BI, mais c'est des choses qui peuvent être faites avec d'autres outils. Et on a intégré dans l'alimentation de cet outil décisionnel un script qui fait qui prédit, qui projette, en fait, qui fait des projections. Là, on parle de projection de séries temporelles. C'est des choses qui sont très simples. Ça existe depuis très longtemps. On n'est pas du tout dans des trucs de big data, de science-fiction. C'est des choses qui existent depuis, je pense, les débuts du XXe siècle. Voilà. Néanmoins, ça permet, en exploitant ces technologies, oui, enfin, je vous parlerai d'autres technologies qui datent de 1755 et qui pourtant apportent beaucoup de valeur aujourd'hui. Je sens 2-3 personnes sceptiques, mais on y reviendra. En tout cas, on peut exploiter aujourd'hui avec la puissance algorithmique pour décliner à une maille relativement fine des prédictions de séries temporelles et systématiser ça, l'embarquer dans un outil de BI très léger. Là, il est connecté directement à la base de gestion et sortir des prédictions qui permettent de fixer des objectifs. Alors attention, hein, il faut relativiser. La prédiction de l'évolution naturelle des ventes ne correspond pas à ce qui va se produire. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'évolution, il y aura par-dessus une stratégie marketing, une stratégie produit qui sera positionnée. Par contre, c'est un excellent sujet pour discuter avec la force de vente des objectifs à fixer au regard de la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a une évolution naturelle de certains produits, à la hausse, à la baisse, des substitutions. Ça, on le capte à travers l'évolution passée. Et on peut après discuter sereinement sur des choses qui sont factuelles, automatisées, déterministes, pour proposer, pour avoir la discussion et fixer des objectifs annuels, globalement. Voilà. Alors le résultat... hop. Est-ce que... Je vais tenter de vous montrer ce que ça donne. Du coup, je vais juste zoomer. Alors, on n'a pas besoin de tous les détails, mais je vais zoomer sur un peu pour vous expliquer le mécanisme. Hop. On observe en fait, ça c'est le chiffre d'affaires qui évolue sur une période de plusieurs années. Et pour faire donc, on utilise des séries temporelles qui vont permettre de projeter la tendance, la saisonnalité, de sorte à reproduire. Alors là, vous voyez 3 courbes. Je vais un tout petit peu insister là-dessus. Vous avez le passé et le passé. Vous avez la prédiction qui est faite sur une période de 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus. Et vous avez l'application du modèle que l'on a élaboré sur le passé pour vérifier la précision de ce modèle. Ça, c'est un élément très important. Maîtriser la précision, quel que soit le modèle prédictif que vous mettrez en œuvre, vous avez besoin, avant de le déployer, d'en maîtriser précisément la précision attendue. Il y a différentes approches, différentes logiques, je ne vais pas rentrer dedans, mais ce n'est pas parce qu'on arrive à prédire quelque chose qu'on est bon, c'est parce qu'on arrive à prédire quelque chose qui sera proche de la réalité dans un intervalle de confiance que l'on maîtrise à l'avance. Et si on sort de cet intervalle de confiance, c'est que le modèle a dégénéré, c'est-à-dire que les données ne sont plus les mêmes, les process ne sont plus les mêmes, le comportement des clients s'est adapté. Donc mesurer la précision est très important. Et enfin, je vais juste faire un tout petit aparté sur ce point pour préciser que les prédictions peuvent être... là, on avait typiquement des ventes par abonnement et par produit, et naturellement, on va s'apercevoir que les ventes par abonnement ont
une régularité qui est beaucoup plus importante, et donc c'est plus facile à prédire que des ventes qui sont des ventes one-shot, individuelles, sur lesquelles on aura plus d'aléas. Et puis pareil, si on prend les gros produits, ça marchera bien. Si on prend la catégorie autre, qui est le ramassis de un peu tous les petits produits du truc, eh bien les prédictions sont très mauvaises. Vous voyez qu'on a un gros écart entre ce qui se passe et voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur cet exemple, mais c'était pour vous montrer qu'avec un minimum d'outils, avec des technologies qui datent d'il y a plus de 100 ans, d'avant l'invention de l'informatique, on savait déjà projeter des tendances, des courbes, des saisonnalités. On peut faire des choses qui permettent de rendre très factuelles des discussions qui sinon sont beaucoup plus subjectives. Voilà, un usage simple de machine learning, série temporelle. Hop. Je te rends la main pour le troisième cas d'usage, mais j'ai perdu ma souris. Ouais. Le cas d'usage suivant va faire un petit peu écho, parce que je voulais parler un petit peu de la même chose. Toujours pareil, on dit qu'on va prédire quelque chose, mais en fait, la prédiction va changer dans le temps. Typiquement, on travaille pour une société qui bosse dans les énergies renouvelables, qui va calculer les rendements d'une ferme d'énergie renouvelable, et on sait forcément qu'elle va être dépendante de la météo. Donc, à l'année N-1, on va voir quelque chose qui est assez théorique, avec un niveau de confiance moyen, et on va avoir besoin en fait de réévaluer, comme ce que Jérôme vous a montré, petit à petit par rapport au niveau de confiance de certains facteurs. Donc, par exemple, la météo, ou l'optimisation software qu'il peut avoir, qui permet également d'améliorer certaines choses. Et donc c'est intéressant de voir que notre prédiction, il va falloir vivre avec, et vivre avec un niveau de confiance pour réévaluer ces choses-là. Et ça veut dire que derrière, si on ne veut pas avoir à investir de manière perpétuelle sur ces plateformes-là, etc., il faut industrialiser pour pouvoir répéter la prédiction, pour pouvoir corriger cette prédiction au niveau technique, et donc avoir bien un outil commun et une fluidité dans notre entreprise pour pouvoir travailler sereinement sur la mise à jour de potentiellement des prévisions qu'on a par rapport à ça. Et culturellement aussi, ça veut dire qu'une prédiction qu'on va faire, ça veut dire que les personnes doivent comprendre que c'est une prédiction. Aujourd'hui, quand on parle de la météo, on sait tous que ce n'est pas forcément vrai ce qui va se passer. Là, pour la donnée, c'est pareil. C'est un outil de pilotage, de projection, sur lequel on va augmenter la confiance petit à petit. Mais par contre, il faut réussir à faire passer aux utilisateurs ce niveau de confiance-là. Et ça, c'est toute une pédagogie à avoir sur ce type de projet pour bien mesurer ces éléments-là. On vous a partagé quelques retours d'expérience. Maintenant, on va passer sur la théorie. Vous aurez bien sûr l'opportunité de poser des questions à la fin. On est là justement pour vous apporter des réponses, donc n'hésitez pas. Néanmoins, du coup, je te laisse parler de la maturité sur les sujets prédictifs. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'être utile globalement, d'utiliser la data de la bonne manière pour votre entreprise. Et là aussi, un petit peu comme ça a été présenté en introduction, il n'y a pas de « je suis en retard, je n'arrive pas par rapport à des autres », etc. C'est, en fait, on va avoir des besoins en plus de la maturité, et l'idée, c'est de augmenter dans sa maturité pour avoir des besoins différents. Le premier, déjà, c'est arriver à faire du descriptif, comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment la brique où vous ne ferez rien tant que vous n'arriverez pas à faire ces éléments-là. Ensuite, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle instructif, c'est-à-dire être dans la capacité de comprendre pourquoi c'est arrivé. Donc commencer à voir les facteurs, les inducteurs du résultat de la donnée. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident des fois dans les entreprises, de comprendre pourquoi on arrive à ce chiffre-là. Et là, il y a tout un travail qu'on peut avoir au travers de plusieurs choses, qui peut aller jusqu'à de la self-BI, qui peut être de la business analyst, etc. Et après, on va parler de prédictif, donc ce qu'on a montré dans certains scénarios de nos clients, qui est comprendre sur que va-t-il arriver. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un quatrième niveau de maturité qui est également extrêmement intéressant, qui est le prescriptif. C'est « il va se passer ça, je ne veux pas qu'il se passe ça, que dois-je faire pour qu'il se passe ce que je veux ?» Et ça, c'est vraiment très intéressant sur la maîtrise des procédés, parce qu'on va pouvoir essayer de guider le futur et corriger le futur par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le cycle classique qu'on a, et il ne faut pas brûler les étapes par rapport à ça.
et être confiant petit à petit sur ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, en termes métier, on a juste besoin de savoir ce qui est arrivé. On n'a pas forcément besoin de tout prédire, de tout être prédictif. Il faut vraiment jouer intelligemment par rapport à ça et par rapport à la puissance des outils qu'on a à notre disposition. Oui. Je voulais rebondir sur le caractère instructif. Vous avez tous la compréhension de votre métier. C'est votre métier, vous êtes les experts. Et du coup, ça peut vous paraître hyper prétentieux, des gens qui sont sur une estrade qui vous disent en fait, attention, vous avez besoin d'outils pour comprendre comment ça se passe. Alors, la réalité est un tout petit peu différente. Vous avez la compréhension naturellement intuitive, basée sur l'expertise de votre métier, mais toute la question pour prédire, c'est de savoir si vous captez les données qui permettent automatiquement de prédire. Et pour ça, la seule réponse, c'est d'avoir une bonne maîtrise à travers des outils de pilotage de vos processus. Et c'est ça qui vous permettra de garantir que les données qui sont dans vos systèmes ont le bon niveau de qualité, que vous êtes en capacité de faire le lien entre des données qui viennent de votre comptabilité, de votre CRM, de votre outil de marketing automation, de votre référentiel produit si vous en avez un. Et ça, si vous n'avez pas déjà exploité les données, vous n'avez pas la certitude que vous pouvez bien utiliser. Et si ces jalons ne sont pas passés, les modèles prédictifs ne donneront pas de résultats parce que les données pour les nourrir ne seront pas suffisantes. Ouais, tout à fait. Le cas d'exemple sur ton client qui avait 22 000 produits, oui. Typiquement ce bruit dans ces données, ce delta qu'on pourrait avoir non maîtrisé qui, sur un rapport mensuel Power BI, influerait un tout petit peu. Si on commence à prendre des décisions d'entreprise sur le futur par rapport à ça, on peut créer des biais. Donc, d'où l'intérêt de vraiment comprendre et maîtriser ces choses qui, des fois, cognitivement, parce que c'est notre métier, on sait que ça, c'est plus ou moins vrai, etc., ou ça appartient à un tel service, mais c'est que le digital, que la plateforme comprenne bien, elle, et possède bien toutes les données pour y arriver. Ça permet en fait de quantifier vos intuitions. Les intuitions métiers, vous les avez, évidemment. Par contre, qu'est-ce qui est le plus important, en quelle proportion ça joue sur la décision du client ou le nombre d'appels en centre d'appel? On sait le quantifier avec les données si les données ont une bonne qualité. Autre point pour rassurer et à la fois faire peur, le big data c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des outils qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus fluides, et c'est surtout que toutes les entreprises sont confrontées aujourd'hui au big data. Alors il n'y a pas de palier pour définir la big data, de taille spécifique, mais par contre il y a des enjeux qui sont qualifiés par les CIV, les enjeux de volume, l'infobésité, etc. Vous en entendez beaucoup parler dans les médias, et au final dans les entreprises, on voit qu'on a de plus en plus de systèmes qui crachent de la donnée. La vélocité, là aussi, on perd ce côté cadencement qu'on avait il y a quelques années avec des livrables mensuels, hebdomadaires, etc. On a une volonté d'aller de plus en plus vite dans notre pilotage. La variété, qui est un gros challenge aujourd'hui dans nos entreprises. Généralement, quand on va vouloir adresser des cas comme ça, où on va avoir plusieurs informations, en fait, on va avoir une variété d'informations qui est très forte, où on va croiser des véritables données physiques à des données issues de documents, issues de systèmes tiers, etc. Et donc ça c'est un vrai challenge aujourd'hui qu'il faut traiter. La valeur des données, parce que on a beaucoup de valeurs différentes. Il y a des données qui sont très importantes, il y a des données qui influeront peu par rapport à ça. La véracité, qui est un gros challenge. Il y a pas mal d'ateliers et je trouve que la journée propose beaucoup de sessions pour travailler ces divers thèmes. Et enfin la variabilité où là aussi il faut penser projet dans le temps pour bien faire vivre ce qu'on va construire et bien voir la donnée qui va évoluer naturellement dans sa compréhension, d'où l'idée de bien comprendre ces données aussi et être capable de vérifier ça en temps réel. Donc ça, c'est des challenges que vous aurez tous, quelle que soit votre taille, vous allez avoir ces challenges-là. Certaines grandes entreprises seront sur des volumes immenses, d'autres
plus petits, mais par contre, c'est des challenges que vous allez devoir relever. Et c'est là où c'est intéressant de voir dans la suite qu'on est un petit peu sauvé par l'outillage actuel pour déployer des choses qui, il y a encore 5-6 ans, auraient été cauchemardesques pour la plupart des entreprises. Alors, c'est un bon slide de consultant, hein, je suis désolé, mais c'est effectivement un cadre pour analyser les besoins et identifier les solutions. Vous ne ferez pas forcément face à tous les enjeux du big data, mais le big data, ce n'est pas que du volume, et notamment l'aspect variété des données, c'est-à-dire la capacité, quand on veut prédire un phénomène, un processus, un comportement, à pouvoir croiser des données qui viennent de différents systèmes, qui viennent de la compta, qui viennent des RH, qui viennent du CRM, qui viennent de capteurs, qui viennent des opérations, qui viennent de l'ERP, du TMS, du WMS, enfin, peu importe votre business. Le fait de pouvoir croiser ces données, des données d'une grande variété, permettra d'être plus précis dans le prédictif. C'est vraiment, on n'a pas toujours besoin d'une grande volumétrie. On pense tous big data, Google, navigation internet de milliards d'individus. Non, le big data, il y a des aspects qui ne sont pas liés à la volumétrie et qui pourtant sont extrêmement importants et nécessitent de s'organiser, notamment la variété. Alors, à chacun sa solution en fonction de sa maturité. Le prédictif, on peut le faire sous Excel. Hein. On a des gens qui, depuis des années, planifient des effectifs, des ressources, des activités sous Excel. C'est pas un mythe, c'est réalisé. Et d'ailleurs, les entreprises sont prospères, fonctionnent. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'investir dans un cluster, dans des compétences Hadoop, Hive et je ne sais pas trop quoi. Ça commence déjà par un acteur métier qui cherche à projeter un processus. Après, on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont arrivés, de nombreux qui sont d'ailleurs open source, qui permettent de disposer tout simplement des meilleurs algorithmes du marché. Enfin, du marché, c'est pas vraiment un marché, ils coûtent 0. Ils sont libres d'accès. Donc, à partir de R, Python, on peut construire des choses qui exploitent le top du top de la recherche en termes de prédiction, de machine learning. Voilà. Les trucs les plus efficaces, les plus facilement manipulables, je vais citer les Random Forest, ça existe depuis 2001, c'est un papier par Léo Bremen, je crois. C'est porté sur tous les langages de programmation dignes de ce nom, n'est-ce pas? Et c'est facile d'accès et c'est complètement gratuit. Donc il n'y a plus de coût, si vous voulez, à développer des algorithmes. On a en plus des services qui permettent de rendre ça facile, c'est-à-dire de le découpler de l'infrastructure pour que vous n'ayez pas à gérer un ensemble de machines de calcul qui nécessitent une compétence d'infrastructure. On peut faire appel à des solutions de machine learning as a service pour entraîner. Alors là, j'en ai mis 2. J'ai mis Amazon Personalize, ça c'est pour faire des recommandations clients. C'est juste un service que l'on connecte comme un autre service proposé par une plateforme. Donc il n'y a pas d'enjeu d'infrastructure, de gérer la technologie sous-jacente. On envoie des données de produits, des historiques d'interaction des données de clients, et il nous propose pour un client ce qui lui convient le mieux. Voilà. Donc c'est des choses qui du coup sont plus facilement accessibles. On a après même du machine learning un peu de base qui est intégré dans des outils tels que BigQuery Machine Learning. C'est-à-dire qu'on fait, BigQuery, c'est une base de données, distribuée cloud, tout ça, mais c'est une base de données qu'on interroge en SQL pour ceux qui connaissent. Et en fait, on peut faire des prédictions séries temporelles, des régressions linéaires, des régressions logistiques. La régression logistique, c'est un algorithme qui existe depuis 1970, mais qui est celui qui est utilisé pour des scores de crédit, par exemple, de risque de crédit. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité, enfin, il généralise beaucoup de choses, il est simple d'usage et il est explicable. Et c'est un algorithme tout à fait moderne. On sait faire un tout petit peu mieux, mais en perdant dans l'explicabilité. Et puis on a même la régression linéaire qui date de 1755, qui est encore très utilisée. Et puis enfin, vous avez en bout de course les entreprises qui vont faire du machine learning dans un environnement industrialisé, avec une gouvernance des processus pour assurer que les modèles puissent être mis en production, qu'il y ait un processus fluide entre la modélisation statistique, machine learning, data science, faite par un expert de ces sujets,
l'industrialisation en termes de développement pour que ça soit implémenté dans un contexte de production informatique, et l'exploitation de ces modèles avec des spécificités parce que les modèles prédictifs dérivent, et donc on a besoin de s'assurer dans la durée que le niveau de précision atteint par les prédictions est conforme à la précision attendue, de sorte à déclencher le renouvellement. Donc on a des plateformes industrialisées qui automatisent ces processus dans les entreprises qui ont besoin de coordonner des équipes. Et là, on est vraiment dans des niveaux avancés. Mais si je vous ai mis ce slide, c'est pour vous dire qu'on peut commencer léger sur ces sujets et s'industrialiser progressivement. Alors, je mettrai un peu ma patte sur ça. Quand on dit commencer léger, ça ne veut pas dire commencer par Excel forcément. Ce n'est pas le message, attention. Bien loin de ça, c'est vraiment plutôt une courbe d'industrialisation. Et c'est vrai qu'on peut commencer un petit peu plus à droite. Moi, je recommencerais même de commencer bien avancé, surtout qu'on a des outils effectivement qui ont été présentés sur certains cloud providers. Il y en a d'autres. Et aujourd'hui, il y a des produits d'auto-ML qui permettent d'appliquer du machine learning sur nos datas assez facilement et de piloter ça le plus simplement possible. L'idée, c'est vraiment de présenter, il y a tout un tas d'outils. Ces outils-là ne sont pas forcément plus complexes sur ce côté-là que sur ce côté-là, pour ma part en tout cas. Trouver un consultant qui fait du R et du Python au niveau data science, data analyse, on va en reparler. Beaucoup le disent, tous le font pas. Et inversement, un peu comme l'IA en général, on a des outils qui nous permettent de pré-mâcher énormément le travail. Et moi, pour le coup, j'ai vu de l'auto-ML travailler chez des industriels au fin fond d'une usine et découvrir que leurs procédés industriels étaient dépendants de certaines choses auxquelles ils ne pensaient pas et sur lesquelles ils sont en autonomie. Donc, bien voir que on peut jouer sur cette frise et l'important, c'est d'être serein par rapport à son organisation, par rapport à ça et ses compétences. Il faut qu'on accélère sur le timing. Du coup, les difficultés, je t'invite. Ouais, difficulté numéro 1, c'est vraiment avoir la vision. On l'a enfoncé, on va l'enfoncer, je pense, toute la journée sur la qualité de données, la disponibilité des données, l'accès de ces données-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous un petit peu la vision holistique, qui permet de prendre en compte tous les paramètres pour pouvoir traiter les choses de manière globale et pas juste centralisée sur un métier, mais bien avoir ça. Ça veut dire derrière faire de l'urbanisation. Là aussi, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, mais des fois, il faut juste se poser par rapport à ça, construire les bonnes routes pour la donnée, avoir un entretien facile de ces routes de données pour pouvoir travailler ensuite ces données et les faire évoluer, puisque le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il faut que ça vive dans le temps et que ça vive bien. Alors, deuxième difficulté, les frottements organisationnels sur deux aspects. Les profils dont on a besoin pour faire le machine learning et les organisations entre le métier, l'IT et la data. Je vais passer vite sur les profils parce qu'il y a d'autres ateliers. Il y a un atelier RH sur le sujet, je crois, cet après-midi. Mais globalement, vous entendrez parler de data scientist, data analyst, data engineer. Il y a des définitions derrière qui sont claires, mais la réalité, c'est qu'il y a un recouvrement entre ces différents profils parce qu'il y a des compétences connexes. Et vous avez des data scientists qui sont experts en statistiques, machine learning, data science, mais qui ont une relativement faible connaissance du métier, d'autres qui sont très avancés sur le métier, certains qui maîtrisent les outils d'analyse de données qui sont ceux du data analyst. Enfin, il y a un recouvrement entre ces profils et quand vous commencez, vous n'avez pas besoin de ces trois profils. Vous avez peut-être besoin de capitaliser sur des compétences que vous avez en interne, quitte à développer un des volets de compétences. Donc tout un sujet qui n'est pas simple en termes de compétences. Ces compétences sont pour certaines rares en plus, voire chères. Et enfin, ça génère des tensions entre le métier et l'IT parce que la data, la prédiction, c'est un peu à cheval entre les deux et on ne sait pas trop qui s'en occupe. Et ça, c'est quelque chose à organiser. Sinon, ça génère des frottements. On a après la checklist pour lancer un projet data. Tout à fait. Déjà, le premier, c'est savoir notre cas d'usage. Ça peut paraître bête, mais on a beaucoup de clients qui viennent nous dire qu'ils veulent avoir une vision du futur, une projection de ces éléments-là, mais il faut bien définir les bornes de ces éléments-là, parce que vous allez le voir qu'il ne s'agit pas de faire de la boule de cristal, il s'agit d'avoir un procédé industriel par rapport à ça et savoir mesurer la confiance qu'on a dans tout ce qu'on a construit.
Le deuxième, c'est positionner les ressources avec la connaissance des processus et de la data science. Tout simplement, ne prenez pas un consultant externe qui va vous expliquer votre métier uniquement avec vos données. Ça ne marche pas. Globalement, il faut qu'il y ait un discours, il faut qu'il y ait un échange par rapport à ça. Et inversement, ce n'est pas parce que vous connaissez vos processus métiers que vous êtes capable de l'expliquer par de la data science, etc. Donc là, il y a un véritable challenge RH, effectivement, de trouver la bonne équipe, le bon duo entre ces personnes-là. Ensuite, il faut identifier tous les éléments pouvant influencer le scénario. Là, attention, ce n'est pas forcément faire une liste à l'après-vert et savoir à l'avance tous les facteurs nécessaires à la prédiction, mais c'est amener tous les éléments qui permettent de tester si c'est des facteurs changeants ou pas de notre prédiction. D'où l'intérêt d'avoir assez d'informations. Valider les données du présent, ça, vraiment, on y tient parce que sinon, on peut faire des biais très rapidement et aller à la casse assez facilement. Et surtout quand on travaille interservices, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Avoir un approvisionnement fluide de données aussi, ça c'est quand même quelque chose qui est très important. Hein. Je parle beaucoup d'urbanisation, etc. parce que nous, on n'est plus dans la phase où on faisait de la data science, on essayait de trouver des faits, etc. On est plutôt sur aider les entreprises à piloter leur quotidien et s'inscrire dans le futur par rapport à ça. Et là aussi, faire de la data science sur des fichiers plats par un data scientist sur son PC, c'est bien pour certains cas, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche pour le futur de notre entreprise. Et enfin, valider les scénarios de validation. Tout simplement, c'est bien, ce que je disais un peu pour la météo, on peut prédire des choses, vous allez avoir un résultat, c'est magnifique. Par contre, maintenant, c'est quel est le mécanisme qui permet de s'assurer qu'on est juste dans ce qu'on a prédit et comment on va corriger cette justesse pour justement définir un niveau de confiance par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à construire dès le démarrage du projet. Et après, identifier les bons choix de technologie pour résoudre les problématiques. Il y a des outils qui sont très différents, de tailles très différentes. Et là, il y a vraiment une discussion à avoir par rapport à votre culture, par rapport à vos moyens, par rapport à ce que vous voulez construire. Le message, il est aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, on fait ça beaucoup plus simplement qu'avant. Par contre, il faut en discuter pour trouver le bon produit qui correspond à votre usage par rapport à ça. On va finir par ce qui risque de ne pas fonctionner sur votre projet prédictif. Alors, le premier sujet, c'est l'intention. Vous lancez un projet, vous souhaitez faire des choses. Attention, si vous partez d'un objectif purement technologique, veille technologique, souvent, ça mène à l'échec, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le moteur métier pour fournir les informations qui sont pourtant nécessaires pour bien modéliser et pour aller vers quelque chose de réellement utilisable. Et donc même si le prototype fonctionne, ça ne convaincra pas le métier de lancer un sujet. Donc partez plutôt d'un cas métier, avec un sponsor métier qui en attendent quelque chose. Sinon, voilà, ça c'est de la gouvernance classique sur les projets, mais on voit beaucoup de projets vraiment de veille technologique qui échouent à cause de ce sujet. Troisième point, ne pas croire au mirage de la data science. Vous avez des cas d'usage qui marchent bien en termes de prédiction d'un point de vue purement statistique, mais qui n'ont absolument aucun intérêt. Je vais vous prendre un exemple. Prédire la probabilité qu'un client bancaire fasse un crédit immobilier dans le mois qui vient. Ça paraît très intéressant parce qu'on peut après les appeler, leur vendre un crédit bancaire, ça rapporte beaucoup de PNB à la banque, c'est formidable. Mais la réalité, c'est que c'est un événement qui est extrêmement rare. En moyenne, on achète une maison tous les 30 ans. Si on arrive à être ultra performant, donc de base, si on appelle n'importe qui, la probabilité de tomber sur quelqu'un qui va acheter, c'est 0,3% dans le mois prochain. Si on est ultra performant, on arrive à discriminer, à identifier les gens qui ont 10 fois plus de chances d'acheter que la moyenne. C'est monstrueux en termes de précision. 3% de chance. Alors, vous pouvez vous dire, bon, le call center, il appelle, 3%, sur 100 appels, il en a 3 qui donnent un résultat, c'est pas mal en termes de produit. Mettez-vous à la place du client. Imaginez que votre téléphone sonne 100 fois et qu'il y a 97 appels qui sont complètement pas ciblés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter une maison, il y a quelqu'un qui vous vend un crédit immobilier. Ça sera très désagréable. Donc, c'est un cas d'usage où même si on est extrêmement bon, techniquement, en termes de data science, ça n'est pas exploitable. Donc, l'intention est importante.
Deuxième sujet, les compétences. Bon, on a beaucoup d'échecs avec des clients qui veulent se lancer dans la data science et qui recrutent un junior qu'ils ont du mal à coacher. Un stagiaire, un alternant, un thésard, à qui on confie en fait une responsabilité data science métier, mais qui n'a pas l'encadrement nécessaire, les garde-fous, les gens qui peuvent le manager, juger de son travail, lui donner les bonnes pratiques, et ça mène souvent à l'échec. Deuxième sujet sur les compétences, croire que la data science c'est compliqué, c'est pas vrai. C'est pas la data science qui est compliquée, c'est le data engineering. C'est d'amener les bonnes données, de comprendre les données et de gérer la qualité. Exécuter un modèle de machine learning, en vrai, c'est simple, une fois que les données sont disponibles et qu'on les a bien préparées, bien comprises. La méthodologie, ça c'est un problème majeur qu'on a évoqué en introduction. Un projet de data science, c'est très dur de connaître son retour sur investissement avant d'avoir fait le modèle. On ne connaît pas la précision atteignable, on peut avoir des intuitions, mais on ne sait pas si la qualité des données permettra, la richesse des données permettra de prédire précisément. Sur les aspects météo, il y a des paramètres météo qui sont, là c'est une prédiction en fonction d'une prévision. On sait bien prédire la température, on ne sait pas prédire la grêle, par exemple. En tout cas, on ne sait pas prédire la grêle à un instant donné, dans un lieu donné. Enfin, extrêmement mal en tout cas. Donc du coup, on a besoin d'avancer par étapes et de changer un peu l'approche. On ne lance pas un projet sur la base d'un ROI. On met un petit peu d'argent pour tester. C'est plutôt une approche recherche-innovation, de sorte à confirmer et à décider après si on continue la recherche ou si on industrialise ou si on arrête. Oui, gérer comme un projet IT classique, c'est le même sujet. Ne pas prendre en compte la vie du modèle prédictif. Attention, on a des clients qui sont très fiers de leur modèle, qui le mettent en production et qui ne supervisent pas, qui n'anticipent pas la dégénérescence. Tous les modèles prédictifs dégénèrent, toujours. Pour deux raisons, soit les prédictions que l'on fait, par exemple dans la lutte contre la fraude, permettent de contrôler et d'impacter le comportement des fraudeurs. Ceux qu'on détecte, ils ne fraudent plus, on les a détectés. Soit tout simplement, donc là la prédiction influe sur le comportement de ce qu'on essaye de modéliser, donc ça dégénère très rapidement. Et dans les autres cas, même si on n'influe pas sur la prédiction, l'évolution des comportements, des usages, des produits, du contexte, de l'actualité, du prix des matières premières, fait que le phénomène qu'on essaye de prédire ne se produira pas de la même façon dans le futur. Donc ça dégénère aussi. Et puis enfin, le sujet de maturité data, et ça sera la fin, vous avez besoin d'avoir déjà une bonne maîtrise de vos données. Sinon, le risque, c'est que en essayant d'exploiter la variété des données, vous croisiez des données qui ne se croisent pas très bien. Et si on se projette, par exemple, sur la prédiction du comportement d'un client, si vous avez un identifiant unique, quel que soit le canal, que vous consolidez tous vos contrats, toutes les interactions avec ce client avec un même identifiant, vous pourrez reconstituer tout ce que vous savez sur ce client. Si vous n'avez pas cet identifiant unique, vous aurez peut-être 2, 3, 4 clients qui chacun aura 4 fois moins d'informations. Et du coup, vous pourrez prédire bien moins bien ce client. Donc la qualité des données, c'est un prérequis et vous devez construire votre maturité par une bonne maîtrise de vos process, des comportements. C'est le caractère instructif des données avant de pouvoir passer sur du prédictif. Voilà.